Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Véritable force de détermination et d'engagement, Tel Quel reçoit Muriel Renard-Legrand, bâtonnière de Martinique. Bonsoir Madame la bâtonnière Muriel Renard-Legrand. Comment allez-vous? Très bien, merci Caroline. Et vous-même? Très bien, merci. Alors, ce soir, je me permettrai de vous tutoyer. Et est-ce que je peux vous appeler Muriel? Aucune difficulté. Très bien, donc on est parti. Muriel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es avocate depuis 27 ans au barreau de Martinique et tu as pris tes fonctions en tant que bâtonnière depuis janvier 2024. C'est exact? En effet. Tu es une féministe engagée, on va le voir également. Donc, tu occupes toutes ces fonctions tout en jonglant avec ta vie d'épouse, de maman et de femme, bien entendu. Alors, on a un petit brise-glace en début d'émission qui est l'objet mystère de l'invité. Alors, j'ai vu qu'il a été caché derrière les coussins. Est-ce que tu pourrais nous le montrer et nous expliquer pourquoi tu as choisi cet objet ce soir? Alors, tout à fait. Alors, je ne suis pas très fétichiste, hein, donc j'ai pris un objet usuel et qui m'a été remis hier soir. C'est un cadeau de mon mari, c'est un livre qui s'appelle Queenie de Candice Carty-Williams. C'est un livre dont la remise m'a fait très plaisir parce qu'en réalité, c'est une histoire qui m'a interpellée. En fin de compte, il faut savoir qu'au départ, c'était une série que mon mari et moi avons regardée et ça nous a tellement plu qu'on a cherché, on a découvert qu'il y avait un livre. Et Queenie, c'est l'histoire d'une jeune londonienne d'origine jamaïcaine qui vit à Londres, qui a ses tourments, ses blessures secrètes et qui essaye de les surmonter. Et quelque part, ça m'a parlé parce que ça pourrait être une Parisienne d'origine martiniquaise ou guadeloupéenne, une Antillaise. Et effectivement, eh bien, ce personnage, à la fois drôle, incisif, combatif, mais qui a ses faiblesses, je me suis un petit peu retrouvée dans cette histoire. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu t'es identifiée à elle à un moment? J'ai peut-être senti... Oui, d'une certaine manière. C'est un personnage qui est plus jeune que moi, mais qui se trouve confronté effectivement à une vie dans une grande métropole, qu'est Londres, avec effectivement un certain nombre de problématiques comme le racisme, l'intégration, les démons intérieurs, une famille qui a immigré de la Jamaïque depuis 2 générations, des difficultés d'adaptation en fait à Londres, à la ville dans la métropole. Donc oui, effectivement, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, il est incisif, il est plein d'humour et j'avoue que je suis une grande lectrice. Donc, je l'ai particulièrement apprécié parce que je l'ai commencé depuis hier soir. Alors, je note parce qu'il y a une série, donc la série s'appelle Queenie également. Queenie sur Disney+. Très bien, sans faire d'aucune pub, très bien. Je vais donc prendre le temps de regarder cette série qui a l'air très intéressante. Donc, tu es née, tu as grandi dans la ville Lumière, mais très ancrée à ta culture martiniquaise, antillaise. Comment ça se manifestait au quotidien durant ta jeunesse, ton enfance, justement? Comment tu retrouvais les petites touches de Martinique? Comment tu restais attachée à tes racines? En fait, ce n'était pas des petites touches de Martinique. Hein. De toute façon, c'est vrai que mes parents ont quitté la Martinique très jeune pour s'installer à Paris. On a grandi en région parisienne. Et c'est vrai que l'attachement à la Martinique, ça se traduisait par un retour régulièrement pour les grandes vacances, où on voyait la famille, où on sortait, on allait à la plage, etc., etc. Mais même lorsqu'on était à Paris, la Martinique était toujours présente, culturellement. Comme j'ai dit que je suis une grande lectrice, donc Touche Chamoiseau, Tony Delcham, la grande Marie Scondé. Voilà, on lisait les concerts de Cassav, les premiers Zéniths, oui, bien entendu. Maman est un cordon bleu, donc il y avait aussi la cuisine. Le dimanche, le colombo, le courbouillon de poisson, même si les poissons, ce n'est pas ce qu'on peut trouver ici. On faisait avec la dorade de France. Mais voilà, c'était très bon. Et voilà, oui, c'était cet attachement à la Martinique qui est resté intact. Bien ancré, donc. Ah, tout à fait. Alors, après 27 ans de barreau,
te voilà donc élue bâtonnière depuis le début de l'année. Et pourtant, on pourrait croire que le droit, c'est une passion vive et intense depuis l'enfance. Pas du tout. C'est un choix par défaut. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que, lorsqu'à 17 ans et demi, j'ai eu mon bachot en poche, effectivement, c'est posé la question de savoir ce que j'allais faire. J'avais un profil plutôt littéraire, mais je ne me voyais ni entreprendre des études de lettres ni de langue. Donc le droit était un choix un petit peu par défaut. Ça m'a semblé être une trajectoire intéressante. La première année a été laborieuse. Il a fallu travailler, découvrir cette matière. J'ai beaucoup bûché. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à apprécier cette matière. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances à engranger, beaucoup de textes à connaître. Peut-être même, alors peut-être pas à apprendre par cœur, mais souvent les personnes sont un peu rebutées par le droit parce qu'il y a beaucoup de matière à intégrer. Donc c'est peut-être pour ça que la première année a été lourde à digérer, peut-être. Tout à fait, tout à fait. C'était une découverte. Alors bon, je veux combattre une idée reçue, hein. Le droit, c'est pas que du par cœur, comme la plupart des gens le pensent. C'est pas ça, mais effectivement, il faut emmagasiner énormément de connaissances dès le départ, au début, en première année. Il faut faire des fiches. On découvre de nouvelles matières et c'est vrai que il faut s'accrocher, mais bon, après, c'est pas absolument impossible, inaccessible. La preuve. En 96, alors donc je passe, tu as eu tes diplômes. Tu peux revenir rapidement sur ton cursus. Donc tu as fait la faculté de Nanterre d'abord. Voilà, une maîtrise. Ensuite, j'ai fait le DEA de Mireille Delmas-Marty, qui est une sommité en la matière, qui nous a quittés il y a quelques années. Politique criminelle et droits de l'homme. Ensuite, j'ai enchaîné sur un doctorat. J'ai fait ma thèse sur le terrorisme. Hein, je suis docteur en droit. Et ensuite, j'ai intégré l'école de formation du barreau de Paris. Et je suis devenue avocate. Pourquoi une thèse sur le terrorisme? Pourquoi ce choix? Parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait malheureusement de nombreux faits, de nombreux crimes terroristes qui avaient été commis. Je me rappelle des années 80 avec toute une série de faits extrêmement désagréables, même si on sait que par la suite, j'ai envie de dire, ça a empiré. Et j'avais trouvé un directeur de thèse, Bernard Bouloc, qui est une sommité également en la matière, qui a accepté que je fasse sa thèse avec lui. Donc j'ai embrayé. Et donc en 96, tu vas revenir en Martinique par rapport à l'ancien bâtonnier Charles-Henri Michaud, avec qui donc, tu vas collaborer, qui va t'inviter à venir collaborer avec lui donc, au barreau de Martinique. Ce que tu feras. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi le pénal? D'abord, pendant mes études, effectivement, j'ai fait un cursus de droit privé avec une spécialité pénale, celle de mon DEA, celle de mon doctorat également. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par cette matière. Et c'est vrai qu'ensuite, je suis entrée au cabinet d'un très grand pénaliste, Charles-Henri Michaud, qui est connu pour avoir plaidé dans moult affaires extrêmement célèbres. Donc c'est vrai que le pénal est devenu mon activité dominante, même si je ne fais pas que ça. D'accord. Voilà. Je fais également du droit de la famille, des baux commerciaux, des baux d'habitation, du préjudice corporel, mais c'est vrai que c'est ma matière dominante. Moi, quand on me parle du métier d'avocat, etc., et beaucoup de personnes, souvent vient la réflexion de se demander, oui, mais comment on fait parfois pour défendre l'indéfendable? Quand on voit les féminicides, quand on voit les assassins, les violeurs, par exemple, on se demande comment, en tant qu'avocate, on fait pour pouvoir défendre cela, tout en restant attaché à ses valeurs. Alors, effectivement, c'est une question qui revient très, très souvent lors des dîners familiaux, des dîners en ville. On me pose très souvent la question et ma réponse est la suivante. Avoir droit à l'assistance d'un avocat, même lorsqu'on a commis les faits les plus abjects et les plus terribles, c'est un droit constitutionnel, c'est une garantie. C'est la garantie d'une démocratie. Ça résulte de textes supranationaux. La Convention européenne des droits de l'homme dit que toute personne a droit à un procès équitable, quel que soit ce qu'elle a commis. Ce qui veut dire que de l'infraction la plus vénielle à l'infraction la plus grave, chacun a le droit d'être assisté par un avocat. Et effectivement, l'avocat, il n'est pas là pour excuser, il n'est pas là pour mentir devant une juridiction, il est là pour garantir que cette personne qui a commis un assassinat, un viol, un féminicide, eh bien ses droits soient garantis. Et à cet égard, il y a une citation du grand Robert Badinter qui disait « Être avocat, ce n'est pas excuser, ce n'est même pas justifier, c'est interdire à la haine d'entrer à l'audience.
c'est tenter d'amener le juge à rester juste. C'est juste ça, un avocat. Ça ne veut pas dire qu'on excuse. Et c'est vrai que parfois, je suis interpellée par un certain nombre de réflexions que je vois sur les réseaux sociaux où les gens ont tendance à assimiler l'avocat au client qu'il défend. Oui. Ah, maître un tel défend un violeur, ça veut dire qu'il défend le viol. C'est une méconnaissance fondamentale de la profession d'avocat. On n'est pas là pour excuser, on n'est pas là pour justifier, on n'est pas là pour raconter n'importe quelle histoire à un juge. On est là pour garantir les droits d'une personne. Et vous savez, c'est un marqueur de démocratie. C'est dans les dictatures où on peut emprisonner les gens, pendre les gens au écourt, sans avocat. Donc le fait effectivement qu'on ait un système juridique qui garantit à une personne qui a commis les faits les plus terribles, et on parle souvent de l'actualité, avec cette personne qui a heurté une petite fille et qui a entraîné son décès, avec cette histoire terrible des violeurs de Mazan. Oui, effectivement, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où on dit « mais comment des avocats peuvent-ils défendre ces violeurs ?» Eh bien, c'est tout à la dignité de la France de permettre justement à ces personnes à qui on reproche des faits très graves d'être défendues, comme tout le monde, par des avocats. Et effectivement, eh bien, nous avons également, nous avocats, ce qu'on appelle une clause de conscience. Donc si on estime au fond de nous-mêmes qu'on ne veut pas défendre un cas, il est toujours possible de se déporter et de dire « non, là, je préfère ne pas intervenir ». Ça peut peut-être heurter trop une sensibilité les convictions. On peut se dire non, moi, la victime, à l'âge de ma fille, je ne me sens pas défendre cette personne. Et on peut effectivement refuser d'intervenir. D'accord. On est sur un petit territoire. Bon, il y a quand même 215 avocats au barreau de Martinique. Si un client ne trouve pas d'avocat qui accepte de le défendre, c'est là que la bâtonnière rentre en jeu ? Oui, alors c'est une hypothèse relativement rare, mais effectivement, eh bien, la bâtonnière peut commettre d'office un confrère qui sera effectivement obligé de défendre cette personne. D'accord. Ça tombe bien parce que j'aimerais qu'on parle justement de la fonction de ce rôle très strict et exigeant de bâtonnière. Concrètement, et en quelques mots, parce que je sais qu'il y a beaucoup de missions, en quoi consiste le fait d'être bâtonnière et quels en sont les défis pour toi ? Alors, être bâtonnière, c'est une fonction effectivement extrêmement diverse. Alors, on n'est pas le supérieur hiérarchique de ses confrères, loin de là. Tu n'es pas la chef des avocats ? Et non. On est le primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre ses pairs, la première d'entre ses pairs. Et on a un certain nombre de fonctions de représentation de la profession auprès des institutions, des magistrats. Il faut savoir qu'en tant que bâtonnier, on est dans l'ordre républicain. Donc on est convié à des manifestations, commémorations. On a également un rôle de gestion de l'ordre. On a un rôle de règlement des différends entre clients et avocats. Ah, très bien. Entre avocats également. On gère le personnel de l'ordre. Oui, ça peut arriver. On gère le personnel de l'ordre. On gère le personnel de la CARPA, qui est l'organe financier de l'ordre. On a également des fonctions juridictionnelles. On statue en matière de taxation d'honoraires. Lorsqu'il y a un différend entre l'avocat et son client sur le règlement des honoraires, le bâtonnier doit arbitrer et fixer le montant des honoraires. Voilà, donc des fonctions extrêmement diversifiées. Et quels en sont les défis pour toi ? Les défis, en fait, c'est parvenir à plus de communication. Les défis, c'est de favoriser en fait, la visibilité de la profession à chaque fois que c'est possible, par des manifestations. Donc, on en a fait un certain nombre. Sur l'indivision, on a fait la rentrée du barreau. En fin d'année, on a un défi qui me tient à cœur, c'est que le barreau de Martinique va recevoir le Congrès international des barreaux. Nous allons recevoir, en fait, des avocats du monde entier, qui ont la même tradition juridique que nous, des avocats d'Afrique francophone, de Suisse, d'Algérie, du Liban. Et c'est vrai que nous allons travailler du 4 au 6 décembre sur des problématiques qui sont l'avocat et l'environnement. Donc l'environnement de l'avocat et l'avocat de l'environnement. Et ça, c'est un défi parce que nous allons recevoir des avocats du monde entier. Et la Martinique, justement, ce sera l'occasion de montrer ce dont nous sommes capables. Et ce sera la première fois que ça se passera en Martinique ? Tout à fait. Ce congrès ? Tout à fait. Alors, j'aimerais savoir également... Comment est-ce qu'on arrive, parce qu'on a échangé, je vois bien une femme humaine avec des convictions, des valeurs et même un peu de fun derrière le titre. J'aimerais savoir comment tu arrives à gérer justement l'équilibre entre l'humanité qu'il faut pour exercer la profession d'avocate,
puisqu'on voit de la souffrance, de la douleur, régulièrement, en tout cas chez les clients, et la rigueur que demande l'application de la loi. Comment on gère cet équilibre? Alors, effectivement, en général, lorsque quelqu'un vient voir un avocat, c'est qu'il a une difficulté, quelle qu'elle soit. Il faut faire preuve d'empathie, de compréhension. Mais à un moment, il faut mettre une barrière parce qu'avant tout, nous restons des techniciens du droit. Nous devons proposer à la personne qui est face à nous des solutions. Même si on fait preuve d'empathie, à un moment, il faut que nous rechaussions finalement nos habits finalement de techniciens du droit, personne qui va permettre de trouver une solution aux difficultés de la personne. Voilà, il ne faut pas non plus tomber trop dans l'empathie ou la commisération, parce que sinon, en fait, on ne fait pas forcément bien son travail. Aujourd'hui, après 27 ans de barreau, on se doute bien que tu es bien rodée, mais les premières fois, on doit annoncer une mauvaise nouvelle à un client, une affaire perdue ou finalement peut-être du carcéral, je ne sais plus comment... Une incarcération. Une incarcération. Les premières fois, comment humainement on arrive à gérer ça, justement? C'est difficile, que Oui. ce soit les premières fois, que ce soit jusqu'à maintenant. Okay. Effectivement, être avocat, c'est prendre le risque qu'il y a des affaires gagnées. Effectivement, on est heureux pour son client, on a obtenu un bon résultat, mais ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, il faut parfois du courage pour annoncer une décision défavorable au client, lui proposer les solutions qui s'offrent à lui. Est-ce qu'on accepte la décision? Est-ce qu'on fait appel? Quel est le risque encouru? Et ça, effectivement, jusqu'à maintenant, ça reste difficile. Mais je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est en amont l'informer des risques. Oui. Pour ne pas... Il y a toute une pédagogie bien dans le métier d'avocat. Bien entendu. Dans aucune affaire, on peut dire au client, c'est gagné, c'est sûr qu'il n'y aura pas de difficulté, ce procès, on va le gagner. Rien n'est jamais couru d'avance. Donc il faut toujours être prudent, lui dire, bon, l'issue peut être favorable, mais attention, il y a un risque. Le risque existe toujours. Ce n'est pas nous qui prenons la décision. Okay. Tu te décris comme féministe, haut et fort, et tu l'assumes. Comment justement ce féminisme, il s'exprime concrètement dans ta profession d'avocate, mais surtout de par ton engagement? Alors, effectivement, je me décris comme féministe. La première marque, c'est que j'ai tenu à ce qu'on m'appelle Madame la bâtonnière, et non pas Madame le bâtonnier. Comme j'ai déjà entendu souvent. Exactement. Mes prédécesseurs ont souvent été appelés comme ça, mais moi, j'ai expliqué que je tenais à ce qu'on féminise ce nom. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que les petites filles s'identifient davantage lorsqu'on féminise. Et moi, j'ai envie que si des petites filles, des étudiantes, mes jeunes consoeurs me voient, elles se projettent et se disent oui, moi aussi, je peux exercer cette fonction. L'engagement féministe, c'est également la création au sein du barreau d'une référente discrimination et harcèlement, parce que j'ai souhaité que mes consoeurs soient à l'abri de certains comportements qui n'ont pas leur place au sein d'un barreau. Le barreau également s'est engagé auprès des citoyennes et participe à un certain nombre d'actions. Par exemple, vous avez une permanence d'avocates concernant les ordonnances de protection. Alors, les ordonnances de protection, en fait, ce sont des mesures qui sont prises en urgence lorsqu'une femme subit des violences conjugales, où il y a un passage accéléré devant un juge aux affaires familiales qui va organiser la séparation du couple en urgence et protéger, justement, prendre des mesures de protection concernant l'épouse ou la compagne. Il y a également cette campagne contre les violences sexuelles à laquelle nous avons participé avec un numéro vert en liaison avec le tribunal, où ce numéro peut être appelé par le tribunal et un certain nombre de consoeurs se sont inscrits à une permanence et proposent en fait des consultations gratuites aux personnes qui ont subi, aux femmes souvent, qui ont subi en fait des violences sexuelles, avec une orientation, une aide psychologique, un recours au procureur de la République lorsque les faits viennent d'avoir lieu. Donc véritablement, j'ai pris cette cause à bras-le-corps. Oui, je vois un féminisme très actif, dont on voit concrètement les initiatives, et donc très bientôt, même je suppose d'ores et déjà, les retombées. Il paraît que le barreau se féminise. Et oui, effectivement, je suis à la tête d'un barreau plutôt féminin, jeune, féminin à plus de 60%. La tendance est locale ou nationale? Alors c'est une tendance plutôt nationale. Okay. Les femmes ont investi l'avocature,
C'est vrai qu'au départ, on les cantonnait plutôt à certaines matières, la matière familiale notamment, mais j'ai la satisfaction de constater que maintenant, elles interviennent dans toutes les matières, y compris le droit des affaires, avec des enjeux très importants, y compris le droit pénal, qui longtemps a été réservé aux ténors. Non, Les plaider, ténors du barreau. voilà, les ténors du barreau, mais bon, voilà, plaider en cour d'assises, c'est pas seulement avoir une très grosse voix tonnante et faire des effets de manche, c'est parvenir à convaincre, et qu'on soit un homme ou une femme, finalement, ce qui importe, c'est la connaissance de son dossier, ses arguments et sa force de conviction. Est-ce qu'on a une pénurie d'avocats en Martinique? Donc le barreau compte 215 avocats. Est-ce que pour un territoire comme le nôtre, c'est suffisant par rapport à une moyenne nationale? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on en a assez? Pas assez? Et est-ce qu'il y a un problème de relève? Je ne pense pas, très sincèrement, pour notre population, 215 avocats, ça me paraît être une bonne moyenne. D'autant que, véritablement, nous avons des spécialistes de toutes les matières. Parce que ça aussi, c'est ce que je voulais souligner. Que très souvent, lorsqu'on voit avocat, on voit droit pénal. On pense aux affaires criminelles, correctionnelles. Et en fin de compte, les affaires criminelles, on en parle beaucoup médiatiquement, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il faut savoir que la justice et le droit, c'est pas seulement le droit pénal, c'est une partie marginale. Vous avez également la justice civile qui est très importante, qui est une justice qui oppose les particuliers et qui, effectivement, est parfois méconnue. Mais on a la justice familiale, les divorces, les litiges concernant les enfants, le droit du travail. Ce sont les salariés qui attaquent leur employeur parce qu'ils estiment ne pas avoir été remplis de leurs droits. C'est le droit des affaires avec les sociétés, les conflits entre associés. C'est le droit administratif qui est extrêmement important. Donc on a toute cette partie du droit qui est un peu méconnue, qui est moins médiatique, avec moins de stars du barreau, mais qui est extrêmement important et qui est majoritaire en fait par rapport au droit pénal. Vous avez également le droit des successions, les indivisions dont on a parlé avec la loi Letchimy, etc., etc. Très bien, passionnant. Alors, j'en profite de t'avoir avec moi. Dernièrement, j'ai une amie qui m'a appelée un peu paniquée parce qu'elle avait été convoquée pour être jurée, c'est ça? Tout à fait. Donc, alors que moi, elle n'est pas du tout de la profession, c'est une entrepreneure. Et j'avais été très surprise. Elle m'a dit, oui, toi, demain, on peut t'appeler. On peut déclencher n'importe quelle personne inscrite sur les listes électorales pour venir en audience pendant plusieurs jours. Ça, c'est aussi assez méconnu. Qu'est-ce que tu en penses, justement, et pourquoi faire appel à des personnes de la société civile alors qu'on n'y connaît rien en droit et en justice, etc. Alors effectivement, il faut savoir que les infractions les plus graves, les crimes, sont jugés par des cours d'assises qui sont composées donc de 3 magistrats professionnels et de jurys citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Et effectivement, pourquoi ? Parce que la justice, en fait, elle est rendue au nom du peuple français et il est très important, à mon sens, que des citoyens puissent participer à l'œuvre de justice. Parce que ça leur permet finalement de comprendre les rouages de celle-ci. Et à chaque fois que j'ai interrogé des personnes qui avaient eu l'occasion de vivre cette expérience, à chaque fois, ils me disent qu'ils ont été marqués, que c'est l'expérience d'une vie et qu'ils ne le regrettent pas parce que ça leur a permis finalement de comprendre la justice. Et il n'y a pas besoin finalement d'avoir fait des études de droit. Leur voix compte comme celle des magistrats professionnels. Le droit, c'est avant tout du bon sens. Et ils doivent se déterminer d'après leur intime conviction. Et je crois que c'est très important. Et je déplore la création des cours criminelles départementales qui a exclu en fait les crimes passibles de moins de 20 ans de réclusion criminelle du champ des cours d'assises. Désormais, en fait, ces crimes sont jugés par les cours criminelles départementales. Malheureusement, ça concerne en fait principalement les viols, qui sont les infractions qui, à 90%, sont commises contre les femmes. Et j'avoue que, oui, je me suis un petit peu exprimée contre cette nouvelle institution. Parce que pour moi, en fait, c'est quelque part renvoyer un message disant que les viols, ce sont des crimes qui ne sont pas assez importants pour que des jurés populaires se penchent dessus. Je déplore finalement cette institution qui, à mon sens, en fait, a été faite principalement pour des raisons d'économie. Or, la cour d'assises, c'est une juridiction où on prend le temps. Et ça, c'est très important parce qu'on juge quelqu'un. C'est important de l'entendre, d'entendre les témoins, d'entendre les victimes, d'entendre les experts. C'est l'oralité des débats qui prévaut. Et un procès d'assises, c'est quelque chose véritablement d'ordre du commun. C'est vraiment très passionnant.
Et donc, on est obligé d'y aller. C'est une obligation. Si on a des grosses contraintes professionnelles, on ne peut pas dire « Ah ben non, désolé, j'ai un déplacement important, etc. » Absolument pas. Sinon, on encourt risque une amende quoi? civile. On encourt Une amende amende? civile. Ah oui, une amende civile. Donc, c'est une obligation. Bon, bien sûr, si on a un motif d'irriment tenant à l'état de santé ou véritablement à une obligation qu'on ne peut pas contourner, bien entendu, on aura un motif d'excuse sur lequel la Cour statue, mais il faut quand même se présenter le premier jour pour faire valoir son motif d'excuse. Muriel, c'est déjà la fin. Ça arrive beaucoup trop vite. C'est passé J'avais très une vite. bonne vingtaine de questions encore à te poser. Mais écoute, tu reviendras peut-être. Avec plaisir. On verra. J'ai envie de terminer sur une note un peu plus personnelle et savoir si cette femme qui se trouve devant moi, Muriel, est-ce que tu dirais que tu es une femme heureuse, épanouie et comblée aujourd'hui? Globalement, oui. J'exerce une profession que j'adore. Ces fonctions de bâtonnier me permettent de rendre à la profession tout ce qu'elle m'a donné. Et elle m'a donné énormément. D'un point de vue personnel, voilà, j'ai un mari que j'adore. Qui t'offre des magnifiques livres. Exactement. Une fille, des neveux, une maman qui m'entoure, une famille compréhensive. Je vis dans une île qui est absolument magnifique, on ne le dit pas assez, avec des habitants extrêmement attachants, même si effectivement tout n'est pas parfait. Donc oui, je suis heureuse globalement. Très bien. Ben, écoute, on te souhaite de l'être encore pendant de nombreuses et de nombreuses années. Merci beaucoup pour cet échange très enrichissant qui nous permet de découvrir la femme, la professionnelle derrière le titre. Et ton engagement, ta détermination sont vraiment une source d'inspiration pour nous tous. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. French boy got me tripping. Now your skin is always soft. How you